Bonjour à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité de ce dimanche 26 septembre 2021. Au lendemain de la rencontre historique, mémorable et monumentale entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, deux mastodontes politiques qui ont rythmé et régenté la vie politique béninoise ces 10 dernières années. Je reçois pour vous ce matin, fidèle ami internaute de l'invité, Maître Abraham Zizidokwe, juriste de formation et acteur politique. Il a été élu 3 fois député à l'Assemblée nationale lors de la première, de la 4e et de la 8e législature. Ancien ministre, il est également ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, membre du présidium du parti politique Union progressiste, chargé de la formation, vice-président chargé de la formation. Bonjour à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Merci de toujours répondre à nos invitations. Le plaisir est pour moi. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons le bilan du premier mandat au plan des réformes institutionnelles. Nous parlerons des perspectives du deuxième mandat sur le même plan, notamment les réformes institutionnelles. Mais avant, nous allons commencer par l'actualité, notamment cette rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, qui depuis mercredi dernier fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant au plan national qu'à l'échelle internationale. Alors, Maître Abraham Zizidokwe, Patrice Talon et Thomas Boniaï se sont enfin vus en tant qu'acteurs politiques. Quels ont été les sentiments qui vous ont animé ce mercredi lorsque vous avez vu, peut-être sur votre smartphone ou peut-être sur les écrans de télévision, Patrice Talon et Thomas Boniaï en tête-à-tête au palais de la Marina? En tant qu'acteur politique, mais également en tant que simple citoyen, en tant que Béninois, je puis dire d'entrée de jeu que mieux vaut tard que jamais. Cette rencontre était attendue à plusieurs reprises. Ces retrouvailles étaient attendues depuis les événements malheureux post-électoraux, post-législatifs. Vous savez qu'après cela, après les difficultés que notre pays a connues, que les citoyens ont connu, que des acteurs politiques ont connu, que le président Talon a initié une rencontre, un dialogue politique entre les partis politiques. La FCBE, un parti de l'opposition, qui était le parti de l'ancien président, s'est scindé en deux. Une partie a accepté de participer à ce dialogue. L'autre partie qui s'est révélée par la suite comme l'aile dure de la FCBE n'a pas accepté cette main tendue, a résisté, s'est reconstitué bien après comme les démocrates. C'est pour vous dire que il y a beaucoup d'interprétations pour cette rencontre. Vous savez que la mouvance présidentielle, oui, c'est une mouvance plurielle. Oui. Vous savez que l'opposition plurielle également. Elle est également plurielle. C'est important de le dire pour affiner l'analyse. La mouvance présidentielle, vous avez une mouvance parlementaire représentée par les deux grands partis à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez une mouvance non parlementaire mais qui participe au plus haut niveau du gouvernement de l'État. C'est les partis de la mouvance qui ne sont pas à l'Assemblée, mais qui sont représentés soit au gouvernement, soit dans les structures de l'État, les préfectures, des structures éminentes comme l'Institut des femmes, etc. De la même manière, à l'opposition, vous avez une opposition plurielle. Tous les partis qui ont fait la formalité de constitution du parti selon la charte révisée, ils sont peut-être une dizaine. Vous avez la partie de la FCBE qui a accepté les règles du jeu démocratique et qui est allée à l'élection communale. Est-ce que vous avez dit que l'aile qui avait soutenu dans le temps Boniaï n'avait pas accepté les règles du jeu démocratique? Est-ce que les revendications d'alors n'étaient pas fondées, même si c'est pas... Non, c'est du passé parce que si nous devons aller au fond, quand on est en République, seul le respect à la loi est fondé.
Tout le reste, c'est des postures politiques. Ok? Mais on a dépassé cette étape. Dieu merci, cette aile radicale aujourd'hui a respecté les règles, est reconnue comme parti de l'opposition. Je vous disais donc que la mouvance est plurielle, l'opposition est plurielle. Au Bénin, nous sommes dans un pluralisme affirmé. Quand les gens parlent de dictature, c'est faux. Vous avez une mouvance plurielle, hautement plurielle. Vous avez une opposition plurielle, hautement plurielle. Mais dans cette pluralité, vous, Maître Abraham Ndokwe, au cours de cette rencontre, allons dans le vif du sujet, puisque nous avons beaucoup de choses qui nous attendent ce dimanche, l'ancien président Thomas Bouniayi a formulé des doléances à l'endroit du président Patrice Talon. 8 doléances, vous avez pris connaissance de ces 8 doléances en tant que juriste également, en tant qu'acteur politique. Est-ce que vous pensez que le président Patrice Talon dispose de tous les moyens pour, satisfaire à ces différentes doléances? Oui, il faut, si on ne fait pas un peu la genèse de cette rencontre, oui, on ne comprendrait pas les enjeux. Vous savez, j'ai dit, mieux vaut plus tard que jamais. Il y a eu cette première rencontre qui n'a pas marché. Vous savez que la diplomatie sous-régionale a tout fait pour qu'il y ait eu cette rencontre-là. Vous savez que la CEDEAO a demandé à un ancien président de la République fédérale du Nigeria, le président de la commission de la CEDEAO, un pays a frété un avion pour que cette rencontre ait eu lieu. Vous ne l'oubliez pas. Le président Talon, comme un marié sur le parvis de la Marina, a attendu en vain son frère ami président Bouniayi qui lui a fait un pied de nez. Vous savez que au discours d'investiture, avant même ça, avec la tournée des 77, le président Talon à Parakou a demandé aux sages d'intervenir auprès. Donc, ça vous dit que le président Talon a eu la main tendue tout le temps. À son investiture à Porte-Nouveau pour le second mandat, il a réitéré. Et n'oubliez pas, des Béninois, d'opposants radicaux ont saisi cette main tendue, sont rentrés. D'autres n'y croyaient pas. Et jusqu'aujourd'hui, malgré cette rencontre dont vous parlez tant, il y a certains, c'est pour ça que je dis que l'opposition est plurielle. Certains peut-être n'y croient pas. Mais les revendications, elles ne sont pas nouvelles. Ces revendications, nous les avons entendues, égrenées par les partis de l'opposition qui se veulent être l'aile dure. Donc à partir de ce temps, je dis qu'il y a, au plan des revendications, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau qui étonne. C'est des revendications politiques. C'est exact, et je crois que le président Bouniayi, en tant que président d'honneur des démocrates, ne pouvait pas aller voir le président Talon sans en dire un mot. Il suffit de se rappeler l'image, je dirais la réplique d'Abidjan, quand le président Gbagbo est allé voir le président Bédié, il a fait la même chose. Mais le président a pris acte de droit. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous l'avons toujours dit. Et nous avons toujours dit que nous ne voulons pas la mort du pécheur. Mais il faut que le pécheur puisse se repentir, faire la contribution pour avoir l'absolution. Nous sommes dans un état de droit. Et de quoi nous avons souffert, notre République a souffert depuis longtemps, c'est l'impunité. Vous savez qu'après le dialogue politique de 2019, qui a eu des actes de bienfaisance, il y a eu d'amnistie, mais ça n'a pas empêché certains de récidiver. C'est pour ça que c'est simple. Le temps politique, c'est ça que nous avons vu. Nous aurons encore d'autres temps politiques, mais le temps judiciaire, en tant qu'État de droit, nous devons l'honorer. Nous devons honorer la République. C'est vous dire que l'un dans l'autre, c'est une bonne rencontre. Ça fait démarrer la décrispation, c'est une très bonne chose. J'ai eu à dire que le niveau d'éducation, de compréhension de nos populations, de nos masses sont tels que quand ces populations, ces citoyens, ces individus voient leur leader, n'est-ce pas, parler,
Ça les rassure. C'est en cela que la rencontre est intéressante. Mais l'état de droit demeure l'état de droit. Le temps politique viendra après le temps judiciaire. Sinon, nous serons dans le cycle infernal, n'est-ce pas, d'impunité, et ce n'est pas bon pour la République. Lorsqu'on déduit des propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï que la plupart de ces problèmes sont des problèmes d'ordre politique, et donc il faille que le chef de l'État, dans l'arsenal juridique dont il dispose et au regard de ses prérogatives, puisse trouver une solution politique à ces différents problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que Patrice Talon Boniaï aurait livré Patrice Talon quand même pas du tout, pas aux populations, parce que les regards sont désormais tournés vers lui pour voir ce qu'il fera véritablement au regard de ses prérogatives. Mais pas du tout, puisque ces revendications ont été toujours portées. Et il a déjà répondu à cela à plusieurs reprises. À son discours d'investiture, il a retiré la main tendue. Et nous avons les preuves, les constats. Tous les opposants qui ont attrapé cette main-là, ils sont rentrés sans aucun problème. Il y a des opposants qui estiment qu'ils ne sont pas des opposants, qui sont des opposants politiques, qui n'ont rien fait. Mais il dit rentrez, il n'y a aucun problème. Par contre, si parmi eux certains avaient des problèmes avec la justice, il n'y a également aucun problème. Je vous ai dit, le temps judiciaire est là, le temps politique est là. Il n'y a rien d'insurmontable en politique, il n'y a rien d'irréversible en politique, et toutes les occasions sont permises de faire avancer, de faire parler les Béninois, de les faire... Le vouloir vivre ensemble, c'est ça. Ce qui n'était pas bien, c'était que des leaders charismatiques aient des postures telles que ceux qui les suivent, les citoyens, trouvent qu'au sommet, il y a Maya. Donc, le fait que ces deux leaders, les deux derniers présidents, le prédécesseur de l'actuel, le past président et l'actuel, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Alors, avant de vous laisser poursuivre, Maître Abraham Nizorou, vous êtes juriste de formation, vous avez été ancien président de la Cour suprême du Bénin, vous avez été même occupé des fonctions de haute portée au sein de la justice communautaire, notamment président de la haute cour de justice de l'espace UEMOA. Lorsque l'on parle par exemple de Sébastien Germain à Javon, lorsqu'on parle par exemple de Komi Kouchi, lorsqu'on parle de Léa Divinéon Soglo, en tant que juriste, est-ce qu'il existe des moyens légaux pour qu'ils puissent quand même retrouver leur liberté dans leur terre natale? Il y a toujours des moyens légaux en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je dis, il n'y a rien d'inatteignable en droit. Il suffit, vous savez, le droit, il y a ce qu'on appelle la procédure, il y a ce qu'on appelle le fond. Il suffit que les gens empruntent les voies indiquées par le droit. Rien. Hein? Toute activité humaine, que ce soit civile, commerciale, politique, trouve de répondants en droit. En droit, tout est faisable. Ça veut dire donc qu'à tout moment, il suffit que la démarche, si elle a commencé par la politique... Donc il ne manque que la volonté en réalité. Non, la volonté politique. Oui, il ne manque que la volonté des uns et des autres. Ne prenez pas cette affaire comme ne dépendant que d'un individu d'un côté. Non. Mais ça fait longtemps que ces revendications étaient portées. Aujourd'hui, que cette revendication est portée par un acteur majeur, ça semble avoir plus de poids, n'est-ce pas? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa responsabilité. Si un citoyen, pour une raison, une autre, décide de quitter son pays, la faute est à qui? C'est pas la faute au président Talon, c'est pas la faute à la justice, c'est à l'intéressé de se questionner, de savoir est-ce que je peux rentrer, je peux ne pas rentrer, et si je rentre, quelle va être ma position? C'est tout. Donc, soyons républicains. Faisons les choses en règle, en bonne règle, en bon droit, et je crois que c'est important. Vous savez, on parle de la conférence nationale. C'est vrai, la conférence nationale, la constitution qui en a résulté, ça a répondu aux besoins de ce temps, il y a 30 ans. Mais depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a des besoins nouveaux, notamment le besoin de développement qui n'était pas suffisamment pris en compte par la constitution d'antan. C'est pour ça
qu'il y a cette révision. Mais il y en aura d'autres. Je vous ai dit que nous allons réformer jusqu'au dernier quart d'heure. Ça veut dire que nous devons tenir compte de l'évolution du Bénin depuis 30 ans, des besoins des Béninois depuis 30 ans. Je vous ai dit, je l'ai répété, je dis chaque fois, quand les gens parlent de démocratie, il n'y a aucune démocratie parfaite. Le président Biden l'a dit, aucune démocratie n'est achevée. C'est l'erreur peut-être de certains de nos compatriotes qui pensaient que la démocratie était achevée à la conférence. Aucune démocratie n'est parfaite, aucune démocratie n'est achevée. Et je vais vous dire, la démocratie a ses ennemis intimes, c'est la démesure. Liberté pour liberté, c'est faux, c'est erroné, c'est la démesure. Si vous n'y prenez garde, la liberté devient tyrannie en démocratie. Si vous n'y prenez garde, je suis libre de faire tout ce que je veux, ça devient tyrannie. Et il faut faire extrêmement attention parce que facilement en démocratie, le peuple se transforme en masse manipulable. Et c'est ça le populisme. Nous devons faire attention avec la démesure. Vous savez, la démocratie fait des promesses irréalisables. Et les gens pensent que c'est ça la démocratie, le populisme. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Donc, c'est pour vous dire que tout est possible. Et en politique, on ne dit jamais, jamais en politique. Tout peut arriver en politique. C'est pour ça que nous prenons comme point de départ cette rencontre-là, sachant que chacun saura son couloir, les individus, les groupes, les partis, et que chacun fera en sorte que le vivre ensemble soit une réalité. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Maître Abamani Zidoko, il fait partie des sages, pour ne pas dire des personnes respectées de la classe politique béninoise. Au lendemain de cette rencontre, lorsqu'il vous est demandé d'adresser un message à l'endroit de ses compatriotes Sébastien Germain Ajavon, Komi Koutié, Léadi Vinéon Soglo, et j'en passe, les acteurs politiques que vous avez eu à connaître, que vous avez eu à pratiquer par le passé, quel sera le message que vous leur adresserez pour quand même les inviter quand même à revenir au pays? Je vais emprunter la voix d'un opposant, le président du FCBE, le président de l'opposition, si on peut dire, le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous voyez, j'ai eu raison. Mais donc, c'est le mot que j'emprunte le mot de l'opposition. Voyez-vous, il était traité de tous les noms. Avant lui, tous ceux qui ont fait la démarche ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Le président, chef de file de l'opposition, a dit, vous voyez, parce que son ancien président de parti politique, le président Yaya Iboni, a emprunté la même voie que lui. C'est ça que je donnerai comme réponse. Une réponse, pas quelqu'un du pouvoir de la mouvance, mais une réponse d'un membre de l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de dire à Sébastien Javon et à Soglo de rentrer. Le président, chef de file de l'opposition, après avoir fait ce qu'il a fait, après avoir vu ce que le président Yaya a fait, et dit aux uns aux autres de prendre l'exemple sur lui, de prendre l'exemple sur le président Yaya Iboni. Je prends l'exemple sur le président Yaya Iboni. Alors, probablement des questions par rapport à ce sujet, avant d'aller vers d'autres sujets qui nous ont réunis ce matin. Lorsque l'on regarde cette rencontre, vous avez suivi les images. Les gens estiment qu'il n'y a pas eu de tapis rouge pour l'ancien président Thomas Boniaï. Patrice Talon l'a pas accompagné sur le perron. Il y a eu des commentaires au niveau du déroulé et du déroulement de cette rencontre. Les gens estiment qu'il devrait y avoir une déclaration commune à la fin
fait, que pensez-vous de tout ceci? Est-ce que lorsque vous, en tant qu'acteur politique averti, lorsque vous avez visionné les images, les échanges, les regards, est-ce que vous pensez que Patrice Talon et Bouniaï étaient véritablement sincères ou ils ont offert seulement aux populations ce qu'on a seulement demandé? Non, c'est sincère ce qu'ils ont fait. Les aspects que vous soulevez, c'est des aspects protocolaires. Les gens, nos citoyens ne connaissent pas quand est-ce qu'un chef d'État vient au perron accueillir. C'est les institutions en activité qu'un président de la République. Ça, c'est le protocole. Il y a un protocole d'État qui se fait que le commun des citoyens, des gens comme vous, peut-être, je ne dirais pas, moi j'en connais un peu, mais j'en connais pas tout. C'est des aspects protocolaires. Les visites que les chefs d'État rendent aux chefs d'État, il y a plusieurs types de visites. Il y a des visites d'amitié, il y a des visites de travail, il y a des... Donc, d'ailleurs, on souhaitait par exemple que... Non, ce n'est pas les gens, souhaités. Des acteurs politiques. Il y a un protocole d'État. Ce n'est pas ce qu'on... On ne fait pas ce qu'on veut. Ce serait la cour du roi Péto. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La République a des règles. Le vivre ensemble a des règles. Il y a un protocole républicain en ce qui concerne la réception, l'accueil des uns et des autres. C'est de ça qu'il est. Il n'y a rien de ça. Il a été bien traité, bien reçu. Mais il est si bien traité que lui-même a avoué qu'il se perdait dans son palais et qu'il a occupé pendant 10 ans. Donc, vous parlez de sincérité. Mais lui-même, il était sidéré, il a vu que ça... Et c'est de ça qu'on parle aux Béninois. Si des leaders, comme le président Boudis là, nous demandons à nous autres, nous demandons aux citoyens lambda de suivre cet exemple et de reconnaître ce qu'il y a de grand, ce qu'il y a de beau dans ce que fait la rupture. Ce que fait la rupture. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est un bilan aux allures sommaires du premier mandat au plan des réformes institutionnelles. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan, très rapidement? Oui, je peux vous dire qu'il y avait au plan institutionnel, constitutionnel, dans le programme, le projet de société du candidat Talon, il y avait 2 réformes majeures. C'était le mandat unique et c'était la réforme du système partisan. Vous savez mieux que moi que ça a échoué, le mandat unique, mais c'est momentané. La réforme mère du premier mandat, c'est la réforme du système partisan. Mais quand on parle de réforme du système partisan, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas. C'est un ensemble de tests. C'est 4 tests qui font la réforme du système partisan. Le premier texte, c'est la charte des partis politiques. Cette charte a été révisée et les innovations majeures de cette charte, d'abord le concept d'alliance de partis politiques qui concourent au suffrage, notamment aux élections législatives. Et je vous ai dit, c'était le virus qui faisait que ce pays ne tournait pas. Ce bout de phrase, alliance de partis politiques, est extirpé de la charte révisée. Ensuite, le fonctionnement, l'organisation des nouveaux partis politiques, des innovations importantes ont été apportées à cela, de fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de particules, vous n'avez plus de comités électoraux, vous n'avez plus de clubs électoraux, vous avez des partis d'envergure nationale. Et le mécanisme, la modalité principale, c'est ce seuil de représentativité de 10% qui devient un seuil de légitimité. Si vous voulez être un parti politique au Bénin aujourd'hui, reconnu comme un parti ayant droit, n'est-ce pas, pouvant apporter votre contribution à la vie parlementaire, c'est ce seuil de représentativité de 10%. C'est ça l'innovation majeure au niveau de code électoral. J'ai parlé donc de la charte, je viens de parler du code électoral. Il y a le statut de l'opposition, vous en avez les réalités, un chef de file de l'opposition avec toutes les prérogatives, et enfin le financement, la loi portant financement des partis publics. J'ai toujours dit, en matière politique, on a besoin de moyens, de logistique, d'organisation, et c'est des moyens colossaux. C'est pour ça qu'il y a un financement public
des partis politiques. Et on ne peut pas financer 100 partis, on ne peut pas financer 30 partis, l'argent du contribuable. C'est pour ça, et c'est ça la jonction, le lien, la cohérence. On finance les partis publics, mais on ne finance pas tous les partis publics. On finance les partis ayant atteint ce seuil de représentativité. Donc, c'est la réforme majeure du premier mandat. Alors, pour le second mandat... Pour le second mandat, les perspectives. Quelles sont les perspectives pour le second mandat? Et vous savez... Récemment, il y a de cela quelques jours, ça traîne sur la table des députés une requête d'une coalition de jeunes qui vise quand même à raviver cette polémique autour de l'institution du mandat unique. Je vous ai dit que le mandat... Vous pensez que c'est encore d'actualité, le mandat unique? Mais il a été, il est, il le sera. Pas uniquement au Bénin, mais dans le monde entier. Prenez la France. Voyez les agitations qui ont lieu aujourd'hui. L'impatience des populations de voir leurs besoins résolus dans le délai court. Donc, nous sommes dans un délai court, le temps court politique. Vous voyez, tous les pays chez nous qui ont tenté de faire de troisième mandat ont eu des difficultés parce que les citoyens veulent du changement. Ils veulent voir ça de façon concrète, leur vécu. Donc, ils ne sont plus impatients pour voir les mêmes personnes. Que pensez-vous de ceux qui estiment que, par exemple, pour mettre en œuvre un véritable projet de développement, il faut au moins 14 ans? Bien sûr. Certaines personnes, par exemple, comme Bertin Corvi, disent par exemple qu'il faut un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Et d'autres qui disent même que dans tous les pays où il y a une alternance régulière, le pays ne prend pas véritablement l'envol de développement, mais quand il y a un système qui est là pendant un bon moment, sa politique est quand même assez expérimentée et pour ses limites en cas de besoin ou quand même porte ses fruits. Est-ce que vous pensez que dans un contexte du genre, on peut encore parler du mandat unique qui n'est que quand même un chef d'État qui vient avec une vision, qui fait 7 ans, il part, ou bien 5 ans, il part, et un autre revient encore peut-être pour casser tout ce que l'autre a fait, pour refaire comme on le fait généralement sur le pays en Afrique? Non, je suis d'accord. Sans PND. Je suis d'accord qu'il faut de la durée en toute chose. Il faut de la durée. Mais ça dépend de comment vous organisez cette durée. Le président Talon, ce qu'il a fait en 5 ans, si le mandat unique était voté, et qui sait qu'après lui, celui qui viendra fera aussi 5 ans ou 7 ans, il serait parti, il a fait le job. Et personne, vous pouvez faire 30 ans, 100 ans, vous n'aurez jamais fini de faire le développement de votre pays. Tout ce qu'il y a, c'est de savoir si en un mandat, ce que vous êtes fixé comme objectif est atteint. Et ce qui est intéressant dans le mandat unique, vous pouvez partir. Mais quelqu'un de votre obédience peut vous suivre. Nous avons dit que nous avons besoin d'institutions fortes et non des hommes forts. Ça, nous devons l'intégrer dans notre mentalité. Un mandat unique de 7 ans, vous partez, quelqu'un de votre obédience vient faire 7 ans et pas, mais c'est le programme du parti, n'est-ce pas, qui continue à travers différents leaders. Ça peut ne pas être le même leader, l'essentiel. Pour ça, je dis et je répète que les grands hommes discutent des idées, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et c'est les petits esprits qui discutent des personnes. C'est vous dire que il faut voir, quand nous parlons de partis d'envergure nationale, nous voulons dépersonnaliser. Mais lorsque ces réformes ont été effectuées sous Patrice Talon, est-ce que à l'avenir, puisque on dit les réformes sont effectuées en fonction des enjeux du moment, des enjeux politiques du moment, est-ce qu'à l'avenir on n'aura pas un autre chef d'État qui va venir déconstruire tout ce qui a été fait? Non. Si ce qui est fait est solide, personne ne peut venir déconstruire. Si d'ici là, nous nous retrouvons avec 4 ou 5 partis politiques qui ont pignon sur rue, qui ont les moyens, qui font le travail qu'un parti politique doit faire, qui sensibilisent, qui mobilisent, qui conscientisent, mais quand les peuples savent qu'ils ont leur intérêt avec tel parti, qui viendra déconstruire? Au contraire, c'est quand le groupe n'est pas fort que vous avez des individus qui peuvent venir déconstruire. C'est ça.
Et c'est ça, j'ai dit, la tension qui existe toujours entre l'individuel et l'institutionnel. Si vous avez 4 ou 5 partis au pays et que chacun suit la règle, qui viendra déconstruire quoi? Donc, Maître Abraham Isidoro, il est pour le mandat unique en d'autres thèmes. Mais je vous ai toujours dit que c'était la clé. Quelqu'un de vous m'a demandé, est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas un mécanisme pour empêcher un chef d'État à la fin de son mandat de réviser? Je dis le plus simple, c'est le mandat unique. Si c'est intégré dans chaque, et que toutes les souverainetés, les micro-souverainetés des États qu'on a, petits États, assez tout ça, vous savez, je suis là pour un mandat. C'est bien, c'est mal, je m'en vais. Où est le problème? Si vous voulez laisser votre nom à l'histoire, vous ferez de votre mandat unique un bon mandat. Mais si vous ne voulez pas laisser votre nom à l'histoire, vous ferez de mandat unique ce que vous voulez et vous en répondrez devant l'histoire, devant les populations. C'est parce que le sentiment, la volonté de venir refaire, rebattre, fait que vous n'êtes plus concentré sur votre programme pour lequel vous avez été élu. Vous devenez complaisant, vous commencez à céder à des chantages, vous devenez l'otage des partis politiques, vous devenez l'otage des groupuscules. Mais si vous savez que vous partez et que tout le monde sait que vous partez, vaille que vaille, vous ferez votre mandat, vous partirez et la République continuera. Si le mandat unique est acté, accepté par tout le monde, c'est la meilleure formule pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des velléités à la veille, à la fin de vos mandats, de remettre l'horloge à zéro, de parler de nouvelles républiques et de recommencer. Je crois que parmi, je ne dis pas c'est le seul moyen, entre autres, il y a d'autres mécanismes certainement. Il y a ce que on appelle le dialogue permanent, le dialogue interparti. On n'attend pas qu'il y ait des événements malheureux avant que les gens dialoguent, mais on a une plateforme permanente qui existe entre les partis du pouvoir, les partis de l'opposition, la société civile, qui peuvent même prévenir les difficultés de façon préventive. Est-ce que vous voyez? Donc vous dites, parce que le mandat c'est quoi? C'est un délai connu à l'avance au cours duquel un président doit faire les activités pour lesquelles il a été élu. Si c'est bien conçu, je ne Maître Abraham Isidoro, pour vous, si on vous demandait par exemple, on donne la possibilité quand même d'arbitrer, le mandat unique pour vous serait de 5 ans ou de 7 ans ou de 8 ans? Non, vous avez parlé de la durée. Vous savez qu'il y avait en France le septennat. L'idéal aurait été un septennat qui n'est pas loin de 2 fois 4 ans qu'on trouve dans le régime présidentiel américain. Donc un mandat unique de 6 ou 7 ans ferait l'affaire en 5, 6, 7 ans. Ce que quelqu'un a, si en ce délai-là, il ne le fait pas, le reste, ce serait de la redondance. Et je vous dis, ce n'est pas l'individu qu'on voit. Nous voyons désormais un parti politique, un groupe de gens qui ont les mêmes idées. Vous partez, un autre vient, ça devient... Il continue. Donc, le développement est une continuité. L'État est une continuité. Ce n'est pas... Ça, c'est les anciens paradigmes. L'homme fort, le messianisme, le leader, c'est lui, le Dieu sur terre. Non. Désormais, c'est le groupe, c'est le collectif, c'est l'ensemble. C'est pour ça que nous devons rompre avec nos constitutions, qui sont des constitutions. Il faut rompre avec ça. Du messianisme. Lorsque vous parlez de rompre avec nos constitutions et que celle en vigueur actuellement, même la révision qui a été effectuée en novembre 2019, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, et que lorsqu'on parle d'institution du mandat unique dans la Constitution, cela appelle quand même à changer un peu, quand même de façon radicale un peu la forme de la République en quelque sorte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller à de larges consultations? Est-ce que vous ne pensez pas que si c'était le 8e législature qui vote ce texte de loi, ça portera polémique? Quels sont les procédés par lesquels la mouvance présidentielle va procéder pour voter cette loi? C'est un débat depuis la candidature du président Talon, le mandat unique. Il a acté le mandat unique. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas mûr. Est-ce qu'il est revenu pour instituer le mandat unique? Je vous dis, on peut remettre le mandat unique en selle, ça peut prospérer, ou comme ça peut attendre jusqu'à maturation. Mais c'est un débat qu'il faut faire. On l'a fait pas suffisamment au premier mandat. Ça a connu le sort que ça a connu, mais ça continue. J'ai toujours dit que
là où les gens parlent de troisième mandat en Afrique de l'Ouest, qui est un virus, c'est le Bénin. Le président Talon, au contraire de troisième mandat, a parlé d'un seul mandat. Donc, c'est la démarche inverse qu'a fait le président Talon. Et je dis en cela, il est un grand initiateur de grandes innovations. Alors que les gens couraient derrière un troisième mandat, lui, il préconisait un mandat unique, donc le mouvement inverse. Alors lorsqu'on sait que sous ce régime, les réformes dont vous avez quand même approuvé, la réforme des élections générales, on a fait des élections, on a revu un peu le cycle des élections pour que toutes les élections se déroulent au même moment, c'est-à-dire au cours de la même année, et que les mandats ont été alignés de 5 ans, et qu'il y aura une réforme qui va instituer le mandat unique de 7 ans. Est-ce que vous êtes en train de dire en d'autres termes qu'on va également prolonger le mandat du député à 7 ans, celui des élus communaux à 7 ans, ou quelle serait la formule? Bon, on ne va pas faire de la fiction juridique sur le plateau. Oui. Mais une idée, il faut que cette idée-là fasse l'objet de débats. Et cette idée-là, quand elle est acceptée, perçue par le grand nombre, on voit les modalités de mise en œuvre de cette idée. Et quand on fait une réforme, vous touchez à un point, ça peut appeler de toucher à un autre point. C'est ça les réformes. Il n'y a rien de tout faire, de tout faire, on met, on plaque, on met. Non. Une réforme appelle une autre. Une réforme appelle. C'est comme ça. Mais l'idée centrale de mandat unique, pour éviter les troisièmes mandats, pour éviter les coups d'État que nous subissons, nous disons c'est une bonne idée à débattre, à réfléchir, à voir les modalités, si c'est possible ou pas. Et quand c'est possible. Mais vous avez vu, quand on a touché dans la première constitution, à la constitution révisée, mais vous touchez un point, ils vous appellent de toucher à un autre point, et des gens disent, ah non, au dialogue, on n'a pas parlé de ça. Mais l'idée maîtresse au dialogue a été acceptée. Dès que vous voulez mettre en œuvre cette idée maîtresse, ça vous appelle à des réajustements à d'autres niveaux. C'est ça. Et ça, c'est la chirurgie constitutionnelle. C'est la chirurgie constitutionnelle. C'est aux hommes, aux techniciens, de mettre en œuvre ça. Mais l'idée centrale, mettre fin au coup d'État, mettre fin aux velléités de troisième mandat. Entre autres formules, le mandat unique en est une. Je ne dis pas c'est la seule, ce n'est pas, mais c'est devoir à creuser. Alors, lorsqu'on parlait que vous annoncez beaucoup de réformes au cours de ce second quinquennat, en dehors du mandat unique, quelles sont les autres réformes majeures? Par exemple, la question de la transhumance politique. C'est une question importante. Et je vous ai dit, ce n'est qu'une révision constitutionnelle qui permet de faire cela. Je vous ai cité ici une décision de la Cour constitutionnelle, la décision DCC 01-083 du 27 août 2001, où la question de mandat impératif a été soulevée par cette décision. Donc, sans réviser la Constitution, et si c'est au niveau des lois que vous dites qu'on ne peut pas quitter un parti, on ne peut pas quitter son groupe pour aller dans un autre, vous perdez votre mandat, on va vous opposer cette décision. Et j'ai illustré par des constitutions de pays différents comme le Sénégal, comme Congo-Brazzaville, nous devons toucher, si nous voulons mettre fin à la transhumance politique, que ce soit transhumance parlementaire ou extra-parlementaire, nous devons toucher à la révision. Et dans la révision même, bien qu'il y ait le mandat non impératif consacré, il doit avoir la non-transhumance consacrée dans la révision. Donc voilà une réforme majeure qu'il est important de s'y pencher, de faire les débats. En dehors de ça, oui, en dehors de ça, il y a quoi encore? En dehors de ça, moi je trouve, ça c'est un point de vue purement personnel, vous venez de dire que les réformes qui ont été faites peuvent être détricotées par quelqu'un d'autre s'il venait. Vous savez actuellement, notre constitution, que ce soit la candidature individuelle ou le duo candidat, c'est une candidature indépendante. C'est une candidature indépendante. Un duo peut se conformer, peut être comme on en a vu. Or, nous, la réforme du système partisan, nous la voulons plus solide. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé que ce duo candidat
soit malgré l'existence des parrainages, soit l'émanation d'un parti politique régulièrement constitué. Ça, c'est une réforme majeure. Ça, c'est un point de vue. Ce n'est pas, c'est à débattre. Actuellement, c'est une candidature libre. N'importe qui peut se lever. Il suffit qu'il ait le soutien. Il peut ne pas être membre du parti, qu'il ait le soutien, qu'il ait les parrainages nécessaires. Il est candidat. Nous avons vu ce que ça a pu créer comme je ne dirais pas pagaille durant la dernière présidentielle. Mais si d'aventure ce couple-là devait provenir d'un parti politique régulièrement constitué, ce serait également une réforme majeure. Donc voilà autant de réformes qui... Alors vous avez parlé du mandat unique, vous avez parlé de la transition politique, vous avez parlé du duo candidat qui doit forcément revenir d'un parti politique, et quoi d'autre encore? Au plan institutionnel, oui. Si lors du deuxième mandat, nous pouvons faire cela, ce serait déjà extrêmement important et cela fera vivre le Bénin durant 50 ans au moins. Comme à la conférence nationale nous avons été, c'est pour ça que nous ne disons pas que tout ce qui a été fait à la conférence doit être jeté à la poubelle, pas du tout. La constitution issue de la conférence nationale nous a permis de vivre un quart de siècle sans difficulté majeure. Il y en a eu, mais avec un peu de tempérament des acteurs politiques, on a pu faire un quart de siècle sans grand mouvement, sans grande violence, sans voir des Béninois avec des sacs sur la tête, tout ça là. Mais ça fait 25 ans. Donc il y a besoin de nouveau. Il y a besoin de développement, de la gouvernance. C'est pour ça que les réformes, 25 ans après, doit voir beaucoup plus du côté de la gouvernance sans, n'est-ce pas, mettre à mal le pluralisme. Je viens de vous démontrer comment le pluralisme est total au Bénin. Pour vous, ce sont ces trois grandes réformes majeures. C'est des réformes majeures, il y en a certainement d'autres. Ça, c'est les réformes qui me viennent en tête, mais ils peuvent en avoir. Et vous savez... Par exemple, cette semaine, par exemple, c'est vrai que nous ne pouvons pas aller dans le détail. Il y a l'avant-projet de loi sur les réformes dans le domaine de la décentralisation qui a été présentée. C'est important, c'est une réforme. Qui a été présentée c'est une réforme. C'est une réforme qui devait être faite sous le premier mandat. Les maires qui ne sont plus ordonnateurs de budget Bon, tout ça, vous savez, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ce qu'il faut retenir, il y a encore des débats sur la question de maire, mais ce qui est visible, si nous voulons nous dire la vérité, la réforme, la décence que nous avons connue, elle a été un échec. On ne peut pas le dire, mais le maire est l'otage de ses collègues. Si une mairie marchait, sachez que c'est le maire qui sait distribuer les marchés publics. Quand une mairie ronronnait avant, sachez que c'est le maire qui ne distribue pas les marchés publics au détriment de ses citoyens. Vous avez des partisans de maire qui sont prêts à se mettre du côté des adversaires pour faire descendre le maire parce qu'il ne va pas. Donc, si nous devons aller là, il y aura beaucoup à dire. Ce qui est sûr, ça a été un échec. Vous prenez le personnel des mairies. Vous n'avez pas de cadre dedans. Vous n'avez pas des gens qui peuvent amorcer le développement. Vous l'avez contesté. Vous avez des gens niveau CP, moins CP. C'est eux que vous avez. Qu'est-ce que cela, au plan de la conception, au plan de l'exécution, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous avez des kyrielles. Chaque maire qui arrive, vous avez une pile. On recrute, chacun vient avec ses partisans. Vous allez dans une mairie depuis le premier maire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des individus qui sont là, bras croisés, qui ne foutent rien. Et vous, c'est ça. Pendant ce temps, où est le sort des citoyens? Non, c'était nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut? Vous parlez d'ordonnateur ou pas? Tout ça. Moi, la gouvernance centrale. Vous avez vu? Le chef de l'État. Il a dit, c'est pas lui qui c'est le chèque. Il a un financier. Il a un administratif, le ministre de la fonction publique. C'est comme par une sorte de délégation de ses pouvoirs
qu'il a un financier, qu'il a un administrateur. Mais si on reporte, n'est-ce pas, ce schéma central au schéma local, on peut avoir quelque chose du genre. Ça, c'est des idées. Moi, je n'étais pas à la concertation qui a été, mais le chef de l'État a dit les amendements sont recevables, les maires, ils ont opiné, ils le feront à l'Assemblée. Les députés ont le droit d'amendement, ils feront les... Mais ce qui est sûr, il faut extirper le maire de ce, je voulais pas, il y a des mots que je ne veux pas dire, mais il faut sauver le maire. Parce que si vous connaissez la réalité de ce que vivent les maires, vous n'auriez pas envie d'être maire sous l'ancienne loi telle que les choses se faisaient. Il faut sauver nos mairies et en sauvant nos maires, nous sauvons nos populations, nous pourrons donner de l'eau à nos populations, nous pourrons donner à manger à nos populations, nous pourrons donner de l'énergie à nos populations. Ce que les maires vivent là, si vous disiez la vérité en offre, vous n'aimeriez pas être à leur place. Alors, l'autre actualité qui a fait un peu couler beaucoup d'encre de salive cette semaine, c'est le jeudi dernier, le président Patrice Talon qui a échangé avec les parlementaires, notamment sur cette réforme de la décentralisation, également un projet de loi qui protège davantage la femme dans notre société béninoise. Le président Patrice Talon a eu à déclarer que la lutte contre les violences faites aux femmes sera même plus farouche que la lutte contre la corruption. Vous, en tant qu'acteur politique averti, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces propos-là? Et il est dit, entre autres, on apprend que désormais, les infractions liées aux questions de genre seront affectées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Vous savez, j'étais venu ici avec un document, ma part de législature. Si vous fouillez, vous verrez que je fais partie de ceux qui, à la 3e législature, pour la première fois, initié une loi contre le harcèlement sexuel. J'en fais partie, c'est dans mon livre. C'est pour vous dire que ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui datait. Moi, la 3e législature, ça fait, c'est les années 2003, 2003 à 2007, la 3e législature. On était un certain nombre de députés ayant introduit la loi sur le harcèlement sexuel. Donc, ça vous dit que c'est un vieux problème et ça vous dit comment la rupture est en train de régler des problèmes latents, des problèmes qui existaient. Les gens n'ont jamais eu le courage d'aller au fond. Disons bravo à la rupture qui prend le taureau par les cornes, qui essaie de rafraîchir la vie politique. Que peut faire un homme sans une femme dans notre société? Comment ne pas traiter l'homme l'égal de la femme dans la loi? Je crois que c'est des chantiers battus que la rupture est en train, n'est-ce pas, de remettre. Je n'ai pas le détail, je n'ai pas le texte sous les yeux. Je ne peux pas polémiquer autour. Mais oui, je vous dis, je suis un acteur, un initiateur depuis plusieurs années de la loi contre le harcèlement sexuel. Alors, Maître Abraham, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aura des réformes, une multitude, une myriade de réformes sur ce second quinquennat du président Patrice Talon. Vous avez même annoncé des révisions constitutionnelles dans un contexte où les gens parlent de 3e mandat. Quelle garantie vous pouvez donner à nos compatriotes qui pensent que cette réforme constitutionnelle du mandat unique serait une autre façon d'offrir un 3e mandat à Patrice Talon? Ça se susurre dans l'opinion publique. Non, je crois que il faut pas nous mettre dans des postures négatives. Si une réforme est faite dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des libertés individuelles et collectives, dans l'intérêt du développement, si une réforme est faite, une réforme qui n'est pas faite pour un individu à s'éterniser au pouvoir, mais à limiter. Toute limitation déjà un progrès. Que ce soit 2 mandats, un renouvelable une fois de sa vie, que ce soit un mandat unique de 7 ans. Toute limitation est un progrès. C'est des antidotes contre des coups d'État militaires. J'ai dit qu'il n'y a pas de coup d'État militaire salutaire. C'est faux, c'est illusoire.
les militaires ne sont pas faits. Et c'est ici que je rends encore hommage à l'armée béninoise, l'armée d'armes béninoise, qui à la conférence nationale, la main sur le cœur, a pris l'engagement de se retirer et dans les casernes. J'ai dit qu'aux anniversaires de la conférence nationale, on fait état des civils qui ont amené, n'est-ce pas, le processus, et qu'on oublie souvent l'armée béninoise qui, à cette conférence, a pris et qui, depuis, a respecté ses engagements, qui s'est retiré parce qu'elle a été acteur plusieurs fois de cette scène-là, de 60 à 72, et on a vu que ça n'a amené nulle part. Et ailleurs aussi, quand les coups d'État se font, ça finit toujours pas mal fini. Et nous devons féliciter l'armée béninoise de respecter ses engagements pris à la conférence nationale, de rentrer dans les casernes, de s'y implanter et d'être au service de la République. Le pouvoir galon est au service du pouvoir civil, du pouvoir politique. On ne peut pas prendre les armes du peuple pour se retourner contre le peuple. Donc le galon, le militaire, n'est-ce pas, est au service du pouvoir politique, du pouvoir civil. Il a été formé pour ça. Il a été formé pour ça. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder dans votre caméra le rituel, vous le connaissez si bien. Vous allez vous adresser à 5 militants de votre formation politique Union Progressiste qui ont pris du temps à suivre cet entretien. Également à vos sympathisants qui, quand même, après avoir appris qu'il s'agissait de mettre à Babandi Dokou, ils ont voulu suivre cette émission. Vous allez adresser un message plus ou moins rempli d'espérance. Un message qui va quand même les réconforter dans ces réformes-là que vous annonciez, qui quand même peuvent couler beaucoup d'encre de salive lorsqu'on parle surtout d'une révision constitutionnelle. Non, pour les militants, nous essayons à l'Union progressiste de remplir le cahier de charges que nous a donné la nouvelle constitution, la nouvelle charte des partis en ce qui concerne la formation, l'éducation de nos militants. Et je peux vous dire qu'à l'Union progressiste, il y a 1000 programmes, connaître le Bénin, connaître son arrondissement, ce qui permet aux militants de toutes les régions de notre pays de se connaître, de se fréquenter, de visiter tout le Bénin, parce que vous ne pouvez pas prétendre diriger ce pays sans ne pas le connaître. Le Bénin ne s'arrête pas à Porto-Novo, à Cotonou, ni à Parakou. Donc nous faisons des échanges, n'est-ce pas, de militants d'une région à une autre, d'un département à l'autre. Et je vous dis que les leçons que nous tirons, n'est-ce pas, de ces programmes-là sont éminemment importants, non seulement pour nos militants, mais pour les citoyens béninois. Nous devons croiser, nous devons connaître les pays. Les gens ont découvert que pendant les congés, les vacances, on n'a pas besoin d'aller en Europe, qu'il y a des coins. Il y a des coins à découvrir dans ce pays et on en découvre tous les jours. Non loin de Cotonou, il y a une vallée qu'on appelle Sitatunga. Mais des choses, vous allez à Tofor, vous allez... Mais c'est terrible, on ne peut pas penser que ces choses-là existent au Bénin et on va chercher, je ne sais pas où, je ne sais où. C'est vous dire que nous devons connaître notre pays, nous devons connaître le Bénin, nous devons nous connaître pour pouvoir vivre ensemble. Et je suis heureux que l'actualité que nous venons de vivre, que ces retrouvailles au niveau de grands leaders de notre pays, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, que ces retrouvailles-là se poursuivent pour que tous les Béninois, nous puissions vivre ensemble. Mais vivre ensemble ne veut pas dire que dans un pays, tout le monde dit la même chose. La démocratie par nature est contradictoire. Mais c'est sur la base des règles, des lois que nous sommes fixés. On va dire, on va s'entendre, ça veut dire tout le monde s'entend sur le dos du peuple, les leaders s'entendent sur le dos du peuple. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ça quand les gens disent toujours, il faut assise nationale, il faut pas faire prospérer de telles idées. Il faut faire prospérer des idées qui nous permettent les uns et les autres de nous entendre, de nous comprendre, de vivre. Et en contradiction, le meilleur gagne. C'est une compétition, la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité. C'est pas quand tout le monde dit la même chose. Non. Il faut que les gens comprennent que la nature de la démocratie est une nature contradictoire de débat. Mais de débat d'idées et non
de coups de poing ou de violence physique, des arcs, c'est pas ça la démocratie, c'est le débat d'idées. Et quand votre idée gagne aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Si demain votre idée est combattue, l'autre idée sera, c'est des débats d'idées, la démocratie. Et c'est un moyen, la démocratie, je le dis, le véritable objectif, c'est le bien-être de l'individu, le bien-être du groupe, qu'il ait l'eau, qu'il ait la lumière, qu'il ait à manger, c'est ça l'objectif. Mais on passe par des systèmes tels que la démocratie pour arriver à ces fins-là. Voilà ce que je voudrais dire pour ce dimanche-là, pour aux Béninois, de garder l'espoir, à mes militants, à mes sympathisants, à tout le peuple béninois, de garder l'espoir que le Bénin est sur le bon chemin et que la rupture est sur le bon, de maintenir le cap. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe, chers amis internautes. On retiendra entre autres qu'au cours de cette émission, notre invité a, salué la rencontre qui s'est tenue entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Mieux vaut tard que jamais, ces retrouvailles étaient attendues depuis les violences électorales de 2019, a précisé notre invité. Il a précisé que la mouvance est plurielle et l'opposition l'est également. Quand on est en République, seul le respect de la loi est fondé, le reste est de la politique, a déclaré Maître Abraham Zizidokwe au cours de cette émission. Il a fait au cours de son argumentaire la genèse de cette rencontre. Il a rappelé également les différentes entreprises qui ont eu lieu entre-temps par les chefs d'État de la sous-région et par la CEDEAO également, en vue d'une rencontre possible entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Nous sommes dans un état de droit et nous ne voulons pas la mort du pécheur, mais le pécheur doit se repentir. Cette rencontre actionne les leviers de la décrispation de la tension sociopolitique, a déclaré au cours de cette émission Maître Abraham Zizidokwe. Tous les opposants qui ont attrapé la main sont rentrés, a-t-il dit, et donc en d'autres termes, il indique la voie à emprunter aux autres acteurs politiques se réclamant exilés au pouvoir de Cotonou. Il n'y a rien d'insurmontable et d'irréversible en politique. Il y a toujours des moyens légaux en toutes circonstances, nous a dit notre invité au cours de cette émission. Il faut la volonté, la bonne foi des uns et des autres. Chacun a une part de responsabilité, s'agissant quand même, lorsqu'il a été interrogé par rapport au retour des compatriotes vivant à l'extérieur du pays. Il y aura d'autres révisions constitutionnelles, a également une fois encore annoncé notre invité de ce matin, qui est ancien président de la Cour suprême du Bénin et ancien ministre. Il dit que si vous ne prenez garde à la liberté, elle devient tyrannie en démocratie. Nous devons faire attention avec la démesure. On ne dit jamais en politique, c'est sincère ce qui est fait, a dit Maître Abraham Zizidokwe, qui est un acteur politique averti, lorsqu'il a également regardé les images qui nous sont parvenues, notamment du palais de la Marina, notamment lors de la rencontre, entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Pour lui, les critiques qui sont faites sont liées aux aspects protocolaires et ce n'est pas véritablement grande chose, ce n'est pas des choses qu'on devait prendre en considération. Il a fait un bilan sommaire et expéditif des réformes institutionnelles qui ont eu lieu sous le premier quinquennat du président Patrice Talon. Il a dit que le mandat unique a échoué, mais c'est momentané. Il a parlé des 4 textes qui font la réforme du système partisan. Il nous les a exposés et expliqués de long en large. S'agissant des perspectives sur le plan des réformes institutionnelles et constitutionnelles, il a dit que le mandat unique, il a été, il est et le sera toujours d'actualité. Vous pouvez faire 30 ans, 50 ans, vous n'allez jamais finir de développer votre pays. Nous avons besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts en Afrique. Si ce qui est fait est solide, personne ne peut venir le déconstruire, nous a rassuré notre invité ce dimanche. Si vous voulez laisser une bonne histoire de vous à la postérité, vous ferez de votre mandat unique une très bonne chose et avec des actions monumentales. Le mandat unique est la meilleure formule pour guérir nos États des maux de troisième mandat et assimilés, nous a déclaré Maître Abraham Zizidokwe. Ça peut prospérer comme ça peut attendre jusqu'à maturation, lorsqu'il a été interrogé sur est-ce que cette réforme va prospérer sous le régime du président Patrice Talon, qui avait promis faire un mandat unique mais qui est à son second quinquennat. Il appelle à une révision constitutionnelle une fois encore pour régler la question de la transhumance politique, notamment la transhumance
gouvernance parlementaire et celle extra-parlementaire. Il invite également à une révision constitutionnelle pour que le duo candidat soit l'émanation d'un parti politique régulièrement enregistré. Ces réformes feront vivre le Bénin 50 ans au moins, nous a rassuré notre invité, et commentant l'actualité sociopolitique, notamment les réformes dans le domaine de la décentralisation. Pour lui, la décentralisation, le modèle que nous avons expérimenté a connu un échec. Le maire était un otage de ses collègues. Le maire distribue des marchés publics lorsque la commune semble tourner bien, et lorsqu'elle ne semble pas tourner bien, c'est que le maire refuse de distribuer les marchés publics, et donc nous avons des clivages politiques. Dans le personnel, il n'y a pas de cadre adéquat, nous a dit notre invité de ce dimanche. Il faut sauver les maires, il faut sauver les mairies, il faut sauver nos populations, d'où nécessité de faire véritablement des réformes pour quand même donner plus de performance et d'efficience aux missions assignées à nos mairies. Il a dit que son livre, Ma part de législature, regorge d'une proposition de loi contre le harcèlement sexuel, et donc il approuve également cette initiative du gouvernement de lutter, de lutter sans faille contre le harcèlement sexuel et toutes les violences faites au genre. Il a parlé de ce que toute limitation est un progrès, parlant de la limitation des mandats. Ce sont des antidotes contre les coups d'État. Aucun coup d'État n'est salutaire, l'armée n'est pas fait pour. Il salue l'engagement et le patriotisme de l'armée béninoise qui s'est toujours montrée républicaine et qui est restée depuis 90 dans les casernes malgré, je dirais, les clivages politiques. La démocratie par nature est contradictoire. C'est une compétition et non un régime dans lequel tout le monde fait l'unanimité. C'est la démocratie est un régime de débat d'idées, de confrontation d'idées et non d'inimitié. J'espère que j'ai été pêle-mêle fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zidorou. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien député, élu 3 fois lors des premières, 4e et 8e législatures. Vous êtes ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, membre du présidium du parti politique Union progressiste, vice-président chargé de la formation. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre appel. Merci. Merci à vous, chers amis. Merci. C'était à l'instant l'invité de ce dimanche 26 septembre de l'an 2021. À toutes et à tous, merci pour l'attention et merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes télé sur EZE TV et à très bientôt.